C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs de Radio Virus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et nous commençons sans attendre par une chronique festive. Hier soir, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Je rentrais chez moi à pied après une journée de taf un peu harassante. En tant que deuxième ligne de l'État, je fais apparemment partie de l'élite de la nation qui se doit de continuer à bosser en bon gilet jaune que je suis. Il était minuit, j'étais crevé, j'étais sale et j'avais mal aux pattes. Tout à coup, sur un boulevard, je commence à entendre de la musique. Je m'approche et je vois un attroupement en bas d'un immeuble, avec dans le dit immeuble une grande teuf au 3e étage. Une population dense à l'intérieur, des projos, de la musique à fond, et au moins une dizaine de personnes dehors en train de danser, de bavarder et de boire des coups, bouteille à la main. Je ne suis évidemment pas monté pour pouvoir collecter toutes les données objectives de cet événement, mais dehors, le public n'était pas composé de jeunes cons qui bravaient les interdits pour se bourrer la gueule, mais plutôt de la ménagère de 40 ans, milf parisienne un peu cheap, type « mon corps commence à partir en couille, mais je reste jeune dans ma tête ». Je leur demande si leur confinement se passe bien, et elles de me répondre « on résiste en faisant la fête contre la maladie, et puis de toute façon, il n'y a jamais de flics à cette heure-là ». Avec ces deux phrases, elles venaient de résumer l'état de ce pays. Un pays où tous les mots et les actes sont vides de sens, où l'on résiste en terrasse, où on est Charlie, où nous sommes en guerre, où Paris est une fête, etc. Donc on fait la fête pour vaincre la maladie, logique. En soi, je m'en fous totalement qu'ils fassent une bringue dans la rue, mais la réponse est symptomatique d'une société décadente, haïssant la mort et la contrainte. Philippe Muret aurait adoré voir ces festivus avinés. Ce sont certainement les mêmes qui dénoncent leurs voisins dans la journée. Quant à la deuxième partie de la phrase, cela montre que l'État est mort. Il n'y a jamais de police à cette heure-là. La selle ne se déroule pas dans une cité chaude ou dans une zone de non-droit. On arrive gauche, en plein Paris, dans un quartier plutôt chic. Mais la police ne vient jamais non plus ici. Le chef suprême de la nation donne l'ordre à ses sujets de rester chez eux. Tout le monde s'en branle et a juste peur de l'amende. Personne ne prend au sérieux leur déclaration de guerre. La résilience, ça ne s'apprend pas en 2 minutes apparemment. Et comme dit cette vieille peau, la police, on la voit jamais, donc balèque, j'exige le droit de faire la fête. Pourquoi respecter une règle s'il n'y a pas de sanction le cas échéant ? Pour un sens moral, pas avec du festivus qui en est dépourvu. Macron n'a pas la légitimité de convaincre qui que ce soit avec ses discours de 4 heures sur la mort qui rôde. Personne ne l'écoute et les gens n'en font qu'à leur tête. Pour la République, cette scène, qui est sans doute loin d'être isolée, démontre que l'ordre ne règne pas en France, même quand on file les clés de la boutique à Castaner et à ses sbires. On ne voit pas de flics et quand on en voit, ils ne s'arrêtent pas pour contrôler. Je pense qu'ils s'en foutent aussi des consignes de l'Élysée et qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas payés pour analyser des papiers fantaisie où il n'y a aucun moyen de vérifier la bonne foi des uns et des autres. Quand un chef ne peut pas faire appliquer ses ordres et que personne ne le prend au sérieux, ça s'appelle une déroute. Le roi est nu et ça commence sacrément à se voir. Retrouvons les actualités de la journée. L'actualité de ce samedi 18 avril. Logique. Sibeth Ndiaye est toujours là pour défendre son patron. Elle nous explique à présent qu'à 4 ans, on sait respecter des gestes barrières ou encore mettre un masque. Elle nous donne donc un indice sur son âge, puisqu'elle-même ne sait pas mettre ces fameux masques. Constitution. Les maires, dont l'élection nous a mis quelque peu dans l'embarras, sont encore une institution appréciée par l'ensemble des Français. Pour y remédier, le Conseil d'État a déclaré qu'il ne pouvait pas prendre des arrêtés plus stricts en matière de confinement que ce que le président a prévu. L'obligation de masque en ville est donc proscrite. Priorité. Bruno Le Maire est censé sauver l'économie, et ça passe par des petites attentions. Dernier en date, il souhaite que les coiffeurs puissent rouvrir le 11 mai, car des millions de Français aimeraient profiter de leurs services. Enfin, avec 2 mois de loyer sans entrée d'argent, pas sûr que tout le monde puisse trouver quelqu'un pour manier le ciseau. Brave. La Terre de la Liberté, autrement appelée États-Unis, a connu un engouement vers les armes à feu pour lutter contre le virus. En Floride, un homme a été arrêté après avoir menacé de tirer sur tous ceux qui, dans le supermarché, ne portent pas de masque. Pendant ce temps, Donald Trump appelle à la libération de plusieurs États. Ceux-ci sont sous le gouvernement des démocrates et ont déclaré un confinement obligatoire. Contrairement à notre Gaule réfractaire, la chose passe mal et des manifestations contre le confinement y ont lieu. Habitude. Le ministre de l'économie allemand a déclaré que le virus était là pour longtemps et qu'on allait devoir s'habituer à vivre avec. Il faut ouvrir les magasins en faisant bien attention à la santé de tout le monde bien sûr. On attend le même genre de déclaration en France, histoire de pérenniser toutes les mesures d'exception. Distance.
Le port d'Anvers, en Belgique, a mis au point un bracelet électronique qui sonne quand un autre bracelet est à moins d'1,50 m. On se réjouit de voir tous les trésors d'ingéniosité que peuvent développer les entreprises européennes. Quel dommage qu'elles ne fassent pas de masques ou de respirateurs, on aurait des bijoux de technologie. Cluedo. Les États-Unis, toujours eux, ont appliqué un peu trop les slogans America First et détiennent le record du nombre de morts et de cas de coronavirus. Histoire de donner le change, ils accusent la Chine. Si l'Empire du Milieu n'est pas connu pour sa transparence, on pourra cependant apprécier comment les vidéos YouTube accusant un laboratoire chinois ont été classées comme conspirationnistes, tandis que les déclarations d'une mèche blonde sont étudiées avec beaucoup d'attention. Exemplarité. 6 membres de la direction de la sécurité civile dont son patron ont été testés positifs au Covid-19, ce qui est un peu gênant, car ils sont membres de la cellule interministérielle en charge de la gestion de la lutte contre la pandémie. Didier Lallemand dirait qu'ils n'ont pas bien appliqué le confinement. Dans le même genre, ceux qui proposaient de revenir sur tous les acquis sociaux au nom de la décroissance, au hasard route Bézieux, est confiné au Croisic, mais fait gentiment des allers-retours à Paris pour travailler. Selon que vous soyez puissant ou misérable. C'est tout pour aujourd'hui, à lundi pour une nouvelle chronique d'actu. Continuons dans l'actualité avec ce premier point politique. Les innovations numériques de lutte contre la pandémie du Covid-19 se multiplient en France et à l'étranger. Dans l'Hexagone, le gouvernement travaille à proposer une application mobile sur la logique du volontariat. Les citoyens sont préparés par une communication habile et les sondages montrent actuellement que la majorité des Français sont prêts à ignorer ce que l'on fait de leurs données personnelles pour se protéger du virus. Il convient toutefois de rester prudent quant à l'usage des données personnelles que font les propriétaires des innovations numériques. On peut par exemple s'inquiéter, comme l'Observatoire de l'intelligence économique du recours par l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, aux solutions du géant états-unien du Big Data Palantir, proche de la CIA, pour le traitement des données de santé. Rappelons à chacun quel type de données peuvent être collectées ou non par des innovations numériques. Les données biométriques sont les caractéristiques physiques ou biologiques permettant d'identifier une personne. ADN, contour de la main, empreinte digitale, reconnaissance faciale, etc. Certains pays, Russie, Chine, ont eu recours à l'usage de ces données dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les données de santé sont actuellement sur le devant de la scène. Le règlement européen sur la protection des données personnelles procède à une définition large des données de santé. Les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Sont donc compris dans cette définition les résultats d'examens médicaux, les données génétiques, les échantillons biologiques, les antécédents médicaux, les traitements, etc. Ces données de santé sont considérées comme sensibles et font l'objet d'une protection particulière par les textes, règlement européen sur la protection des données personnelles, loi informatique et liberté, code de la santé publique. Elles sont collectées par les autorités sanitaires qui en détiennent la gestion. Le plus souvent dans la crise actuelle, ce sont les États qui vont les utiliser pour les croiser avec d'autres données, mobiles ou de géolocalisation par exemple, pour localiser des personnes atteintes du virus ou retracer leurs déplacements et les personnes qu'ils ont pu croiser. Les données de géolocalisation sont obtenues par des procédés permettant de positionner un appareil sur un plan ou une carte à l'aide de ces données géographiques. Elles permettent par extrapolation de positionner la personne utilisatrice de l'appareil. Ces données peuvent être détenues par les opérateurs mobiles ou les gestionnaires de l'appareil. Ainsi, Orange a fourni ces données anonymisées aux autorités pour évaluer précisément combien de Parisiens avaient quitté la capitale en période de confinement. Les données mobiles rassemblent les informations numériques échangées via Internet entre l'extérieur et les applications installées par l'utilisateur sur son smartphone. Certaines applications vous demandent donc d'avoir accès à votre agenda, vos contacts, d'autres applications, votre position géographique, etc., etc. Une fois l'autorisation accordée, le gestionnaire de l'application peut en disposer, l'utilisateur lui ayant donné son accord. Les données Bluetooth concernent de la même manière les informations numériques échangées entre deux appareils par la technologie de radio courte distance Bluetooth. Plusieurs applications de lutte contre le coronavirus utilisent cette technologie, notamment en Europe, pour éviter d'avoir recours aux données de géolocalisation. Elles permettent alors de communiquer avec les appareils proches du sien, à condition que le mode soit activé. Plus que des données, il s'agit en fait d'un mode de transmission de données. Enfin, rappelons que s'il existe un droit à l'oubli numérique dans certains pays ou régions, France, Europe,
Celui-ci n'est applicable que dans ces zones et surtout que si ce droit à l'oubli numérique existe. L'oubli numérique, lui, n'existe pas. Le citoyen pourra donc, dans certains cas, demander l'effacement de ces données, mais celles-ci auront pu être copiées, volées ou piratées entre-temps, voire données ou vendues après transformation. Anonymisation par exemple. Il paraît donc, aujourd'hui plus que nécessaire, de lire les conditions générales d'utilisation des applications de lutte contre la pandémie avant de les accepter en étant bien conscient qu'un retour en arrière sera bien difficile. C'est l'heure de la chronique cinéma. En Indonésie, le réalisateur Joshua Oppenheimer veut tourner un documentaire sur le massacre de plus d'1 million d'opposants politiques au pouvoir en 1965. Mais le réalisateur ne va finalement pas sortir le documentaire qu'il imaginait. En effet, encore aujourd'hui, les victimes n'osent pas s'exprimer, mais les bourreux, eux, sont libres. Ils vont montrer des choses inimaginables au réalisateur. C'est donc pour cela que Joshua Oppenheimer a sorti en 2013 un documentaire choc, The Act of Killing. Pourquoi voir ce film ? The Act of Killing est sûrement l'un des films qui m'a le plus marqué. Jamais vous ne verrez un tel documentaire dans votre vie. Pendant tout le long métrage, les anciens bourreaux montrent face caméra comment ils massacraient leurs opposants. Toute la violence présentée dans le film est réelle. Ils n'inventent rien et racontent d'une manière totalement décontractée, qui fait froid dans le dos, comment ils torturaient. Ils rient entre eux et se rappellent des souvenirs de torture comme si c'était normal, comme si c'était un souvenir comme un autre. Pour vous donner un exemple, les quelques amis, donc anciens meurtriers, organisent une grande mise en scène pour montrer fièrement devant la caméra comment ils avaient pillé et massacré un village entier. Ce qui frappe dans le film, c'est que le réalisateur ne se montre jamais pour donner son avis ou contester un acte. Il laisse chaque personne parler de son vécu et ça rend le tout froid, violent et parfois insoutenable. Le documentaire est aussi unique en son genre puisqu'il a la volonté d'avoir une réelle recherche visuelle. Le fait que les personnages fassent des mises en scène devant la caméra conduit le réalisateur à travailler sa mise en scène. Dans le film, les ex-bourreaux peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont une totale liberté dans ce qu'ils racontent puisque de toute manière, ils sont protégés par l'État. Tout ceci rend le tout dérangeant et difficile à regarder sans se sentir mal à l'aise. Chose intéressante, l'un des meurtriers se met parfois en scène à la place des victimes. Et cela le conduit à se remettre en question et à se demander si ce qu'il avait fait était quelque chose de mal. Tout le film tourne autour de cet homme, Anwar Congo, qui semble tourmenté. Il est un héros national, invité sur les plateaux télé pour parler de ses exploits. Mais s'il rit devant ses amis, il cache en réalité un sentiment de mal-être. Ces gens sont tellement sûrs d'eux et persuadés que ce qu'ils ont fait est pour le bien du pays, qu'ils en oublient même la notion de ce qui est bien ou mal. Le film met en avant un génocide assez peu connu encore aujourd'hui. Il dénonce un gouvernement militaire qui protège ses bourreaux. Mais ceci est fait intelligemment car les meurtriers parlent d'eux-mêmes sans jamais être coupés par un journaliste en quête de justice. C'est la dure réalité, celle qui nous montre que ces gens d'apparence normale, humains comme nous, sont en réalité des tortionnaires. Je peux vous assurer que vous n'oublierez jamais un tel film. Regardez The Act of Killing. Poursuivons en musique avec un groupe au nom évocateur. Peste Noire, aussi appelé Commando Peste Noire ou KPN, est un groupe de black metal français originaire d'Avignon. Ayant commencé à faire de la musique underground dans les années 2000, ils sont aujourd'hui reconnus sur la scène internationale comme fer de lance du black metal français. Ils nomment leur style National Satanist Black Metal, reprenant l'acronyme NSBM, désignant le courant National Socialist Black Metal. Oulala, c'est sûrement des méchants. Personnellement, je n'ai jamais publié le métal. Ça gueule dans le micro, il n'y a pas de mélodie en apparence, et l'esthétique de beaucoup de groupes est carrément surjouée. Enfin, ce n'est que mon avis. Mais, la particularité de Peste Noire est d'inclure de vrais instants de grâce dans des morceaux bien violents. La mélodie qui en ressort est sublimée par le chaos qui l'entoure, comme une accalmie au milieu de la tempête. C'est à cet instant que l'on comprend le véritable sens du morceau que l'on écoute, là où l'artiste a voulu nous emmener. L'autre particularité de KPN, c'est son style médiéval. Le groupe puise une partie de son inspiration dans les mythes apocalyptiques de l'an 1000, le parler occitan, ou des poèmes et écrits de cette époque. Je vous propose d'écouter l'un des titres qui fit passer le groupe de l'underground à la reconnaissance mondiale. Duel angoisseuse, tiré de l'album La saline des siècles, panégyrique de la dégénérescence. Le texte est de Christine de Pisan, poétesse vénitienne du XIVe siècle, considérée comme la première femme de lettres de langue française ayant vécu de sa plume. Dans ce poème, elle pleure son mari emporté par une épidémie. Le morceau rend très bien la mélancolie,
due à la perte de l'être aimé. La fin de la chanson est marquée par l'intrusion d'un chant que ceux qui sont habitués aux pires messes de campagne ne peuvent que connaître. Pitoyable et sonnant faux, il est le symbole d'une religion à bout de souffle et impuissante à consoler ses fidèles.
d'hommes et de femmes, beaucoup d'enfants, sourds et malentendants, sont coupés de toute communication. Étrangers au milieu de leurs frères, blessés par ceux qu'ils aiment. Que le Seigneur les accompagne pour que leurs yeux et leurs mains soient signes de la réconciliation. Deuxième point politique, sur celle qui nous manque terriblement. Pourquoi la liberté ? Nous ne sommes pas à l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Cependant, à l'heure où le souvenir même de l'idée de liberté s'éloigne et disparaît des mémoires, il est bon de s'interroger et de tendre, au moins dans un premier temps, à retrouver intérieurement notre liberté. Au concept assez flou et potentiellement totalisant de la liberté brandi par les républicains, la liberté ou la mort, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, nous préférons opposer les libertés concrètes, liberté de se réunir, liberté d'entreprendre, liberté d'éducation. Si nous faisons de la politique, c'est avant tout pour faire et rester des hommes libres, rétifs au joug de l'esclavage et de l'argent, ou à l'esclavage de nos sens. La politique est là pour ordonner la cité et permet le cadre de ces libertés. La civilisation est là pour éduquer et former de génération en génération à l'apprentissage des libertés, entre autres, sans avoir à refaire par chacun l'intégralité du chemin fait par les prédécesseurs. Si nos ancêtres n'avaient pas appris à leurs enfants à tailler des cailloux et à faire du feu, leur permettant ainsi de perfectionner leur armement et faire de l'élevage ainsi de suite, nous serions encore dans des grottes à nous blottir les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid, et nous n'aurions jamais pris le temps de peindre les grottes de Lascaux, puis de construire des cathédrales. L'apprentissage des libertés est un art extrêmement long et extrêmement fragile, qui peut s'arrêter d'un seul coup de revolver ou d'un trait de plume d'une loi liberticide. Cette éducation à la liberté est comme une petite flamme qui, une fois soufflée, est très dure et longue à rallumer. Nous le voyons aujourd'hui, notre peuple autrefois épris de liberté, prêt à se lever comme un seul homme pour défendre ses droits, se retrouve aujourd'hui esclave et servile, sentant peu à peu le joug se refermer autour de son cou, l'étranglant un peu plus chaque jour sans qu'il trouve la force de ruer à nouveau. L'apprentissage des libertés est infiniment long et peut prendre plusieurs générations. C'est pourquoi, même si nous étions au pouvoir, un excès de précipitation dans la libéralisation des libertés pourrait avoir l'effet inverse de celui escompté. Les libertés se conjuguent nécessairement avec la notion d'ordre. Les libertés ne sont pleinement possibles que dans un monde ordonné, c'est-à-dire où chacun et chaque chose est à sa place. De limite, les libertés ne sont pas nécessairement applicables de manière identique en tout temps et en tout lieu, et de subsidiarité. Les libertés partent de la base, et quand la gestion ou l'arbitrage en est impossible à ce niveau, elle s'en remet à l'étage supérieur, d'où la nécessité d'une société ordonnée. On le voit, cette architecture complexe issue des traditions et du temps ne se décrète pas du jour au lendemain. Elle se construit chaque jour, avec des rapports de force, des alliances et des concessions, jusqu'à faire un bocage et un pays hérissé de liberté comme l'ancienne France, qui fait la joie des juristes et la fureur des libéraux rétifs aux contraintes et amateurs de simplicité et de fluidité des hommes et des capitaux. L'apprentissage des libertés commence cependant en chacun de nous et tous les jours, en refusant de se faire dicter sa conduite par ses sens ou par des objets, par la connaissance de ses limites et l'interrogation récurrente de ses choix et de sa foi. Pour l'instant, ce terrain intérieur, souvent en friche, n'appartient qu'à nous-mêmes, et c'est bien là, quelles que soient les chaînes qui nous entourent, notre ultime citadelle. Un peu d'altitude pour la chronique culture. Pour s'évader un peu, je vous propose de découvrir la vie de l'alpiniste et écrivain Heinrich Harrer, un Autrichien dont le destin assez hors du commun est étroitement lié au Tibet. Harrer naît en 1912 en Carinthie, au sud de l'Autriche. Très tôt, il se découvre une passion pour le sport, principalement les disciplines de haute montagne, normal, il est autrichien, et il se révèle être particulièrement doué en ski de descente et en alpinisme, remportant plusieurs prix et s'adonnant pendant son temps libre à des ascensions toujours plus périlleuses. Après le lycée, il part à Graz étudier la géographie. Il découvre alors les récits d'explorateurs européens sur l'Himalaya. C'est à ce moment-là que naît son engouement pour le toit du monde.
L'année 1938 marque l'apogée de sa carrière d'alpiniste, puisqu'il réalise la première ascension de la face nord de l'Eiger, un sommet des Alpes bernoises surnommé l'Ogre par les professionnels du milieu et réputé pour sa difficulté. Il a 26 ans. La même année, il s'engage dans la SS, ce qui lui vaudra d'être la cible de nombreuses critiques jusqu'à la fin de sa vie. Harrer ne se satisfait pas de la prouesse de l'Eiger. L'Himalaya hante toujours ses pensées. Il déclare « En vérité, j'avais escaladé l'Eiger dans l'espoir d'être un jour ou l'autre invité à participer à une expédition dans l'Himalaya. » Le rêve devient réalité en 1939 lorsqu'il est désigné pour prendre part à l'expédition au Nanga Parbat, 9e plus haut sommet du monde surnommé la Montagne Tueuse, sous la conduite de l'Autrichien Peter Auschnalter. En mai 1939, c'est donc le grand départ, et Harrer, marié depuis à peine 1 an, laisse sa femme Charlotte enceinte d'un petit garçon pour partir à l'assaut de l'Himalaya. Il ne reverra son fils que 12 ans plus tard. L'expédition ne se passe pas comme voulu. Les conditions météorologiques défavorables ralentissent le groupe et finissent par les pousser à rentrer en Allemagne. Mais le 3 septembre 1939, 5 minutes après la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, les membres de l'expédition sont arrêtés par les autorités coloniales britanniques au moment où ils s'apprêtent à gagner l'Iran. Ils resteront internés en Inde pendant 5 longues années, au cours desquelles plusieurs tentatives d'évasion ratées se succéderont, Harrer ne supportant pas la vie en captivité. Il réussit finalement à s'échapper en avril 1944 avec une dizaine d'Allemands et Autrichiens dont fait partie Auschnalter, le chef de l'expédition. Celui-ci décide, avec Harrer, de gagner Lhasa, la capitale du Tibet. 20 mois plus tard, c'est chose faite. On imagine tous les cols qu'ils ont dû se frapper pour atteindre leur but. Harrer et Auschnalter resteront à Lhasa pendant 5 ans. Ils obtiennent le statut de résident permanent, ce qui est déjà assez fou puisqu'à l'époque les étrangers sont carrément interdits de séjour sur le sol tibétain, puis ils sont nommés fonctionnaires du gouvernement et nobles de 5e rang avec maison, écurie et domestiques. En 1949, Harrer rencontre le Dalai Lama, alors âgé de 14 ans. Ce dernier aimerait faire construire une salle de projection pour y regarder des films et il demande l'aide de Harrer qui évidemment accepte. Ils deviennent rapidement bons amis et cette amitié durera toute leur vie. Après 2 années au service du gouvernement tibétain, Harrer est contraint de partir pour l'Inde en raison de l'avancée de l'armée chinoise et de la fin de l'indépendance du Tibet. Il regagnera alors l'Europe en 1952. Il consacrera le reste de sa vie à la rédaction d'ouvrages sur le Tibet et l'alpinisme ainsi qu'au combat contre l'oppression par la Chine du peuple tibétain. En espérant que ça vous ait donné envie d'en savoir plus sur le sujet, je vous conseille le très bon film de Jean-Jacques Hano, 7 ans au Tibet, avec Brad Pitt, ce qui ne gâche rien, ou le livre autobiographique de Harrer, 7 ans d'aventure au Tibet. Passons par les couloirs du temps pour la visite du jour. Aujourd'hui, nous allons replonger en plein Moyen-Âge au temps des bâtisseurs de forteresses. Rendons-nous en Bourgogne dans le petit village de Trény, où se déroule un chantier pas comme les autres, le château de Guédelon. On ne vous parle pas d'un chantier de rénovation du patrimoine comme il y en a tant. On vous parle de la construction d'un château du XIIIe siècle avec les méthodes de construction du XIIIe siècle. Ce projet complètement fou a germé dans le cerveau de Michel Guillot en 1994. L'idée est de construire intégralement une forteresse en se basant sur les connaissances, les outils et les plans et les techniques de l'époque. Le chantier débute en 1997. Les plans du château sont réalisés par l'architecte en chef des monuments historiques, Jacques Moulin. Les bâtisseurs commencent par défricher une clairière de 10 hectares, puis par établir les fondations. Depuis, pierre après pierre, le château prend forme doucement. On ne vous parle pas d'une reconstitution en décor de théâtre, comme au Puy du Fou ou à Disneyland. On vous parle d'un vrai chantier d'époque. Le projet de Guédelon est notamment de permettre à l'archéologie expérimentale l'analyse complète d'un chantier de construction sur le long terme, et ainsi d'aller au-delà d'une expérience ponctuelle. Dans le souci du détail, l'utilisation de produits industrialisés est réduite au strict nécessaire, notamment pour des questions de sécurité. De même, l'usage des radios, de canettes, de montres est prohibé sur le chantier. Tout se passe comme à l'époque. Ce chantier expérimental, unique au monde, accueille des milliers de visiteurs chaque année, ainsi que des bénévoles venant prêter main forte. Près de 700 personnes viennent chaque année participer à cette aventure unique et s'initier aux techniques de construction. À Guédelon, la transmission du savoir est un élément primordial. Chaque œuvrier, car c'est ainsi qu'on nomme les ouvriers du chantier, doit certes maîtriser un savoir-faire, mais également pouvoir le partager avec le public. Si vous ou vos enfants rêvez de l'époque des chevaliers, où la puissance d'un pays se reflétait à son nombre de châteaux forts, foncez voir Guédelon. Ce château est une très belle leçon d'humilité pour nous autres hommes modernes. Cela rappelle à chacun que le beau prend du temps, que nos ancêtres maîtrisaient à merveille la construction, que celle-ci a traversé les siècles et
et qu'il serait effondré de voir nos bâtiments en béton, moches et en ruine au bout de 40 ans. Ce chantier permet également de rappeler à certains comiques en chef qui pensent qu'on peut reconstruire des cathédrales en 5 ans, qu'une autre voie est possible et qu'il est tout à fait envisageable d'allier construction, histoire, patrimoine et pédagogie. Nous en arrivons à la chronique littéraire. Aujourd'hui, je vous présente une œuvre de légende. Une saga forte de 175 romans publiés entre 1949 et 2001. L'œuvre d'un écrivain rebelle à toute forme d'académisme. Des livres vendus à plus de 250 millions d'exemplaires. Une fiction qui a rallié un public aussi assidu que varié sociologiquement. Des aventures qui relèguent celles de SAS de Gérard de Villiers au rang de simples historiettes pour enfants. Je vais vous présenter quelque chose de si gigantesque et de si bizarroïde que je ne sais même pas par quel côté l'attaquer. Mesdames et messieurs, j'ai choisi pour vous Les aventures du commissaire San Antonio par Frédéric Dard. San Antonio, c'est le héros beau gosse, qui tombe toutes les gonzesses et qui bute tous les méchants. Il a un physique avantageux, une volonté d'airain, un sens de l'humour à l'épreuve des balles, une libido de jeune bouc adolescent, un penchant pour la cuisine roborative et les crus de Bourgogne, une hantise pathologique de la connerie et un goût inné pour l'insubordination. Ce qui en fait au passage un flic sympa. San Antonio, c'est un croisement entre Paul Bocuse et Michel Audiard, entre Belmondo et Delon, entre Céline et Rabelais. Bref, c'est français quoi. Vous connaissez l'expression « c'est pas la fête du slip » ? Eh ben là si, ma petite dame. San Antonio, c'est le camembert au lait cru, le Juliena qui titre à 14 degrés et les miches des Parisiennes. C'est une orgie d'humour dans un style original et unique. Sur les 11 534 212 mots écrits par Frédéric Dard, des gens ont compté, 10 000 sont des mots nouveaux. San Antonio raconte ses aventures à la première personne, et s'adresse à son lecteur avec plein de gouailles et de désinvolture. Entre paradoxes, métaphores inattendues, langues précieuses et savantes, côtoie un argot de pucier. Régionalisme, aphorisme, synégote, réaménagement syntaxique et verdeur de langage. Telle est la clé première de la réussite de cette série. L'écriture de San Antonio est même devenue le sujet d'engouements universitaires qui se pencheront sur cet élément de la modernité littéraire française. On pose notamment à la thèse de Hugues Galli, nommée « Quelque chose me turlusobe » ou le calembour comme préliminaire à la néologie chez San Antonio. Comment ne pas parler également des personnages secondaires et récurrents à la majorité des aventures ? Une truculente pléiade de profils français, avec en tête de file César Pinault, dit Lapine, dit Le Débris, dit La Guenille, dit L'Homme Fossile, dit Baderne, dit Le Sinistré, dit La Relique, dit Le Nénuphar Fané. Il est un inspecteur chétif, radoteur et sénile, arborant fièrement un mégot, coincé dans sa moustache depuis 1928. Ensuite Mathias, dit La Torche, dit Le Rouillé, dit Le Roukmout, dit Le Brasero. De fait de son incendie de forêt portatif, comprenez sa flamboyante chevelure rousse, fonctionnaire des investigations scientifiques, bigot acariâtre et père d'une quinzaine d'enfants légitimes. Mais surtout, le meilleur ami de San Antonio, son subordonné et compagnon d'aventure, Alexandre Benoît Bérurier. C'est un équipier obèse, sale, ivrogne, impudique et ronchonnant, un rustre, un soifard, un butor, l'inculture en bandoulière à la force herculéenne, dont le port négligé, le culot, le vocabulaire outrancier et la tenue repoussante ne gâchent pas le professionnalisme et l'amitié. Très porté sur les plaisirs de la table et sur les plaisirs charnels, il est doté pour ces deux opérations d'attributs impressionnants. En gros, imaginez Depardieu, mais puissance 10 dans le volume et la connerie. Pour l'anecdote, Depardieu a d'ailleurs incarné Bérurier à l'écran en 2004, mais je vous déconseille fortement cette adaptation cinématographique de bas étage, car les aventures écrites ne peuvent pas transposer à l'écran le génie de la langue. Ces romans policiers atypiques évoluent vers une parodie goulayante et finissent par s'épanouir dans un festival de délire en tout genre, où un nombre incalculable de personnages secondaires, au nom de plus en plus improbables, peuplent des pays de plus en plus imaginaires. On citera en pagaille le révérend Macapote, Sire Concy, Tanguy il y aura des hommes, Hugues No, Alban d'Ancor, Herr Fantardiz, Rémi Solfado, Tony Truant, Eric Catastrophe, etc. Dans une série où au fil de 5 décennies, la plaisanterie gauloise et les outrances hilarantes ont fini par prendre le dessus, la tendresse et la profonde humanité de Frédéric Dard ont su rester présentes. Et oui, parce qu'en plus d'être drôle, de nombreuses réflexions philosophiques et anti-modernes sont à lire entre les lignes. Pour attaquer ce pan entier de la littérature française, plusieurs options s'offrent à vous. Soit les trouver en occasion, de poche, chez les bouquinistes, dans des vides-greniers ou dans des brocanteurs, ou alors neuf, chez votre libraire, ou même encore dans les gares, dans les boutiques relais. L'éditeur Robert Laffont a d'ailleurs récemment compilé l'intégralité de l'œuvre de San Antonio en 18 volumes dans la célèbre collection bouquins. La mauvaise nouvelle avec les San Antonio, c'est que si vous en lisez un,
il ne vous en restera plus que 174 à lire. Et ainsi de suite jusqu'à 0, et au jour où vous devrez probablement vous suicider parce que vous n'en aurez plus à lire. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez oublié un paquet d'enquêtes et que vous pourrez en relire. Passons à l'éphéméride du jour. Éphéméride du 18 avril. 18 avril, naissance de deux des plus majestueux représentants de la poésie française. Ces deux enfants d'Apollon furent les maîtres de la strophe et de l'alexandrin, tour à tour chanteurs ou troubadours, ou encore maîtres de cérémonie. Ils ravirent de leur lyrisme l'âme du peuple gaulois. Toujours juste, jamais vulgaire, éternellement dédiés au beau, leur naissance est synonyme de panacée. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous vous parlons bien de Francky Vincent et Laurent Baffy. Ces chantres de l'art de vivre à la française que le monde nous envie. Vas-y, Francky, c'est bon. Le 18 avril 1918 est condamné à la déportation le dernier bagnard de Nouvelle-Calédonie. Sékou Cissé, né au Soudan français actuel Niger, était un tirailleur sénégalais. Ayant combattu au Maroc et aux Dardanelles durant la Première Guerre mondiale, il y fut blessé. Rapatrié par la suite au Sénégal, les autorités lui interdirent de rejoindre sa famille au Soudan. Il sera arrêté en octobre 1917 pour complot contre la sûreté de l'État et excitation à la guerre, et sera envoyé à Nouméa à la suite de sa condamnation. Pendant qu'il purge sa peine au pays des putes et des voyous, il devient égérie des mouvements anticolonialistes et communistes. Une campagne pour sa libération sera organisée par le Secours Rouge International. Il en deviendra d'ailleurs le président d'honneur. En juillet 1933, le numéro 1 de la revue Le Cri des Nègres titrera Sékou Cissé est mort. Après lui, tous les bagnards seront envoyés au bagne de Cayenne en Guyane. Vive les enfants de Cayenne. Le 18 avril 1904, sort dans les kiosques le premier numéro de l'Humanité fondé par Jean Jaurès. Coïncidence ou pas, c'est aussi un 18 avril que parut le premier numéro de Libération sous l'égide de Jean-Paul Sartre, qui, d'ailleurs, ressemble toujours à un rang décédé. On l'a déjà dit, mais il n'y a pas de mal à le répéter, chez Radiovirus, on aime bien la guerre. Et du coup, on va vous parler de la bataille des plateformes pétrolières Sasan et Syrie. Pourquoi cette bataille, alors que des dizaines d'autres ont eu lieu en 18 avril? Eh bien tout simplement, parce qu'une bataille sur des plateformes pétrolières, c'est typiquement le genre de truc où Steven Seagal va débarquer et défoncer tout le monde. D'ailleurs, le nom de code de cette bataille sera désormais Steven Nikemouk en haute mer. En avril 1988, la guerre Iran-Irak touche à sa fin. Durant la guerre, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique furent le théâtre de nombreux affrontements navals. D'ailleurs, chacun des belligérants s'échina à truffer la zone de mines qui, elle ne faisait pas la différence entre navires commerçants et navires militaires. Du coup, les États-Unis, alliés aux Irakiens, entamèrent un ménage de printemps dans le Golfe. C'est ainsi que le 18 avril 1988 eut lieu la bataille de Steven Nikemouk en haute mer. À 8 heures du matin, après un pilonnage en règle, les Navy Seals prirent d'assaut les plateformes Sasan et Syrie, qui, bien qu'équipées de mitrailleuses, furent rapidement conquises. Les forces navales iraniennes rappliquèrent rapidement et s'ensuivit un duel naval exclusivement à coups de missiles. La marine nord-américaine envoya par le fond 3 navires iraniens et tua près de 400 hommes. Par contre, l'US Navy, elle, ne déplora la perte que de 2 hommes et un hélicoptère. Et paf, Steven Seagal a encore défoncé tout le monde. Pour la petite histoire, l'Iran demanda devant la Cour de justice internationale un dédommagement de 1 milliard de dollars. Je vous laisse deviner si la Cour accéda à leur demande. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à la partager et je vous laisse sur la blague du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un scientifique allemand qui fait des essais sur les grenouilles afin de calculer la hauteur de leur saut. Alors il prend une grenouille et il lui dit « So, des kleine Grenouille !» Elle saute, voilà, il calcule, 22 cm, c'est pas mal. Il enlève une patte de la grenouille. « So, des petites grenouilles !» Bon, logiquement, la taille du saut réduit. Une deuxième patte. « So, des kleine Grenouille !» Ça devient compliqué. Une troisième patte. « So, des kleine Grenouille !» La grenouille, elle fait un petit bonbon. Bref. Et là, il lui enlève la dernière patte. Certains diront tortionnaire, mais c'est pour la science. Il le dit,
Zo, tes kleine grenouilles. Et là, la grenouille ne saute pas. Zo, tes petites grenouilles, saute. Elle ne saute toujours pas. Donc là, il prend son cahier, il écrit « Conclusion. Lorsque la grenouille n'a plus de pattes, elle devient sourde. »